puis la pointe qui est pas ici, puis la pointe qui est ici, puis la pointe qui est là. Mais nous, on a le prêt et puis la pointe. Donc, un peu, je laisse avec Il n'est pas comme ça quand on ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'est vraiment le fun de voir que la gang est aussi plus en plus. Je ne sais pas comment on est aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant. Moi, je suis allé l'année passée, à fin novembre, début décembre, au Nebraska. C'était le Beef Carol Symposium qui est organisé par 4 universités. Puis après ça, j'étais allé en même temps au Missouri la même fin de semaine. Fait un petit peu juste pour vous suivre ce que c'est le Nebraska. Y a-t-il quelqu'un qui a un pointeur ici? Oui? Ah! J'avais qu'il en trouvait un quelque part. C'est bien. Ça va mieux qu'un pointeur. Juste vous suivre un petit peu ce que c'est le Nebraska. C'est dans le. Quand on parle du Corn Belt, le maïs américain. Ici, c'est le congrès que je suis allé, c'est fait par l'Université du Nebraska, le Dakota du Sud, le Wyoming puis Colorado. À chaque 2 ans, ils font un congrès, c'est là que je suis allé, c'était à Mitchell, complètement à l'ouest du Nebraska. Puis après ça, j'ai été au Missouri pour l'autre chose que je vais vous parler après. Juste pour vous montrer aussi, quand j'ai des photos que j'ai prises aussi, le Nebraska, je l'ai traversé d'est en ouest, j'ai fait 1100 km juste en ligne droite. Pour voir un peu c'est quoi le pays, c'est complètement différent d'ici. Mais dans le sud, ici, c'est du maïs, c'est bien du maïs qu'ils font. Puis le nord, c'est les Sand Hills. C'est quand on a une littérature qu'on parle des bandes de sable. Ça, les personnes n'ont pas le droit de labourer, c'est juste de la végétation, c'est des prairies. J'ai fait ici, je suis monté dans le nord, j'ai fait 71 km. C'est juste des champs, puis il n'y a pas d'arbres au Nebraska. C'est vraiment juste des champs, c'est juste des prairies, qui n'ont pas le droit de labourer. Les photos vont vous montrer un petit peu ce qu'il y en est par rapport à ça. Fait que dans le fond, ça aussi, ce qui est intéressant quand on est en avion, le Nebraska, tous ces États-là, ils ont tous des systèmes d'irrigation. C'est vraiment sèche, puis ils sont tous équipés des systèmes d'irrigation. Ça, c'est tout un système d'irrigation, ça c'est un autre, c'est un autre. C'est tout rond parce que le système il tourne, je vais vous montrer les photos. Puis c'est ça qu'il y a partout. Il arrose du maïs, il arrose du soya, il arrose des prairies, il arrose, une fois que le système est installé, il arrose tout le temps. C'est partie de la problématique qu'ils ont chez eux. L'eau, c'est sèche, mais ils ont beaucoup d'eau souterraine. Puis, par contre, les puits, quand ils sont installés, une fois qu'ils sont installés, ils ont installé ça dans les années 80-90. À cette heure, ils n'ont plus le droit d'installer les puits. Si un producteur veut en installer un, il faut qu'il en ferme un autre. Fait que ça a une valeur énorme, les terrains qui sont irrigués, mais c'est un impact, c'est tout comme ça. Fait que le Ranch Beef Cost Symposium, c'est à chaque 2 ans qu'ils font ça. C'est les 4 universités, comme je disais tantôt, le Nebraska, Dakota du Sud, Colorado, Wyoming, qui font les départements de vulgarisation, les départements d'extension, qui font une journée pour les producteurs de bovins. Celle-là, il y avait 700 producteurs qui étaient là, tous des producteurs, des intervenants, mais beaucoup de producteurs. Ils font ça vraiment pour les producteurs. Puis c'est une facilité, c'était comme dans une aréna, ça coûtait 90$ pour les 3 jours, mais c'était une installation, c'était pas dans un gros hôtel chic, c'était comme bien installé ce qu'ils avaient, puis c'était adapté pour les producteurs. L'industrie de l'éthanol, ça on en parle beaucoup de l'éthanol, puis encore cette année on a eu beaucoup d'impact. Depuis 2007, il y a une augmentation très rapide de la production de l'éthanol. Les superficies du maïs qui sont consacrées à l'industrie de l'éthanol, en 2003, on avait 11% des superficies du maïs américain qui étaient destinées à l'éthanol, puis tout l'éthanol provient du maïs aux États-Unis, 98%. En 2010, c'était 35% des superficies qui étaient destinées au maïs. En 2011, 40%. Ce qui fait que ça a l'impact de ça. Le prix du maïs il est à la hausse, comme vous le savez. Le foin, il suit le prix du maïs parce que le prix des terres augmente. C'est toute une corrélation qui est ensemble. La valeur des terres, elle augmente aussi. Des tas de maïs comme ça, en se promenant, on en voit plein. Les félicitations là-bas ne sont pas énormes, mais c'est du maïs qu'il y a partout au Nebraska. Donc, ça ici, c'est la valeur du foin en tonnes selon le prix du maïs. Le prix du maïs, ici, est au prix du boisseau. La règle du pouce, c'est 4 pour 1. Si on parle le prix du boisseau à 6 piastres le boisseau, ben c'est 240 piastres la tonne, grosso modo, si on veut convertir. Mais on voit très bien que le prix du foin et le prix du maïs, c'est vraiment en ligne droite.
la corrélation est de 0,77. Le maïs monte, le fourrage va monter, fait que le coût de production du bovin il va augmenter. Et quand on parle du point aux États-Unis qui parle de 175$ la tonne, 165$ la tonne, c'est un standard que de plus en plus, à cause du maïs. Il poussait beaucoup ces conférences-là. Il parlait de nouvelles technologies, puis je trouve ça intéressant pour les producteurs de veau d'embauche. Pour survivre à cause du prix du maïs et à cause de la valeur du terrain, il faut utiliser des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est des affaires qui existent depuis 25 ans. C'est les implants, c'est les vaccins, c'est ça qui poussait beaucoup sur les producteurs pour augmenter la productivité, pour être plus rentable. Il faut développer une attitude innovatrice, exploiter les opportunités complémentaires. Il disait aussi, comme entre autres, si on est un producteur bovin et qu'il y a des grandes superficies, il faut utiliser d'autres ressources, comme utiliser un territoire de chasse, exploité avec l'agro-tourisme, des choses comme ça. C'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus à cause de la rentabilité des fermes. Aussi, ce qu'il y a un commentaire qu'il y avait dans l'inventaire du cheptel versus le marché mondial. Bon, le revenu des États-Unis il a augmenté, il est en hausse depuis 2009, parce qu'en 2009, il y a eu la crise financière que tout le monde a arrêté d'acheter parce que ça allait vraiment mal. Ça va mieux aux États-Unis depuis ce temps-là. Le prix du maïs est à la hausse, puis on l'a encore vu encore cette année, il a encore plus monté, mais c'est une réalité. Le nombre de pâtes d'engraissement, ça s'en va en diminuant aux États-Unis. C'est pareil dans l'Ouest canadien, puis au Québec, c'est la même chose aussi, ça va en diminuant. Mais la population mondiale, la population humaine mondiale, mais d'ici 2050, ça va augmenter de 33 2050, pour les jeunes, ça allait loin. Puis, moi, il me semble que ça allait proche, mais c'est bientôt 2050. Mais en Inde, on va avoir 1,6 milliard d'habitants. En Chine, 1,5 milliard. En Indonésie, 0,3 milliard. L'Éthiopie, 278 milliards. Ce qui fait que la population en augmentant, puis le revenu des personnes en augmentant, ce qui va causer les besoins en viande d'ici 2050. Aujourd'hui, par rapport à 2050, ça va être le double. Ce qui fait que pour l'industrie des viandes, la demande va être beaucoup plus forte. Fait que ça semble être intéressant pour ce qu'on en fait. Au point de vue du nombre de vaches américaines, le cheptel est à 30,9 millions de vaches. Au Canada, on est à peu près à 4 millions. Ça a baissé en 2010 de 1,6. Ça baisse tout le temps depuis 15-20 ans. Et en 2012, à cause de la sécheresse qu'ils ont eue, ça a été super sévère. Probablement que ça a baissé encore plus cette année que l'année passée. Et l'année passée, certains États, entre autres le Texas, j'ai rencontré quand j'étais là des producteurs du Texas, qui disaient qu'il n'y a pas eu d'eau chez eux depuis 1 an. Là, il n'y avait plus aucune végétation, puis c'était de la terre, il y avait plus de foin qui restait. Qui a baissé 25 dans certains États, puis en 2012, c'était encore pire. Avec le nombre de vaches américaines, je ne sais pas les statistiques, mais c'est sûrement plus beau aujourd'hui que c'était l'année passée. Ce qui fait que la consommation de viande domestique, c'est la consommation de viande aux États-Unis. Elle est stabilisée. Elle était à la baisse, mais depuis quelques années, c'est rendu égal. La demande pour les pays d'Asie, à cause de la population qui augmente, le monde qui augmente le pouvoir d'achat, ils vont pouvoir consommer de la viande. Ce qui fait qu'il y a les prix élevés des aliments, ils vont continuer à augmenter parce qu'on a besoin de beaucoup de viande. Ce qui fait qu'il faut travailler sur le prix du maïs qui va monter aussi. C'est pour qu'on travaille pour diminuer le coût de production. Puis les erreurs coûtent cher. Puis ça, c'est quand on dit des fois que nos producteurs ne sont pas bons gestionnaires. Passer gestionnaire, aux États-Unis, c'est exactement la même affaire. Les producteurs n'ont pas beaucoup de données, puis c'est la même chose qu'on va essayer de travailler de l'améliorer. Puis les erreurs coûtent cher. Si on fait un mauvais choix, qu'on ne mesure pas comme il faut, l'impact qui est là. Fait que les producteurs, il faut qu'ils travaillent beaucoup pour travailler pour le coût de production, pour la rentabilité. Le coût de production, quand on a fait venir ici pour Harlan Hughes à Drummondville, il y a probablement une dizaine d'années, il parlait par les unités par coût de production. Harlan Hughes, qui vient dans ce secteur-là, c'est Dakota du Sud. Les unités par coût de production, c'est ramener le coût de production par unité. Il pousse beaucoup là-dessus aux États-Unis, mais le résultat, il y a encore d'ouvrage à faire parce qu'il estime qu'il y a environ juste 15 des producteurs qui connaissent le coût de production. 85 ne connaissent pas. Si on fait le sondage ici au Québec, peut-être qu'on est dans ces ordres de grandeur-là. C'est une réalité.
On a du bovin par passion, on ne sait pas exactement le coût de production, mais on a encore, nous autres, beaucoup d'ouvrages à faire comme intervention. Les photos aussi, parce que la récolte du maïs, au mois de novembre, était récoltée. Il y a plein de troupeaux qui étaient pâturables. À ce temps-là, au mois de novembre, ils étaient dans les champs de résidus de maïs. Partout qu'il y avait des champs de résidus de maïs, il y avait des bovins qui étaient là-dedans. Et c'est tout simplement une petite clôture électrique. Même sur l'autoroute, c'était juste une broche qui tenait les vaches. Là, ici, on n'a pas d'animaux qui vont proche des autoroutes. Mais là-bas, peut-être que les vaches ne sortent pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment juste une clôture électrique qui contrôlait les chemins. Mais il n'y avait de quoi manger. Éric, tantôt, il a parlé que les bovins, c'est 60% c'est Angus. Ben, quand on se promène là-bas, qu'on voit des bovins, c'est noir, ben, ça c'est un parfait d'engraissement. Mais c'est noir. Il y a les producteurs en jasant avec l'autre là-bas. Ils disent c'est noir, mais c'est tout croisé. Parce qu'il y a du cimental noir, il y a du Chevrolet noir, il y a du Hereford noir, il y a du tout noir. Fait que ils sont tous croisés. Ils sont-tu vraiment, je ne sais pas, mais c'est vraiment noir, qu'est-ce qu'on voit ici. Les caractéristiques d'une ferme rentable sur un coût de production, ben, c'est peu d'investissement. Il ne faut pas investir beaucoup dans les charges fixes. Une productivité zootechnique moyenne, ce n'est pas nécessairement les performances au max qui est relié à la rentabilité. Il faut vraiment qu'on ait des bonnes performances, mais pas les extrêmes. Un faible coût de production annuel, puis en plus une mise en marché qu'on est capable d'avoir meilleure que la moyenne. C'est des recettes qui ne sont pas... On les connaît ici, c'est ça qu'il faut qu'on applique aussi. Le chiffre le plus significatif du coût de production, qui vient avec l'équipe Arlen Hughes et compagnie, que celui qui nous présentait ça, ben c'est le coût par livre de viande sevrée. Ça, c'est le chiffre qu'on devrait connaître tout le temps. Comparé au marché, voir ce qu'on est par rapport au marché, c'est ça qui permettrait de survivre le mieux. Il faut sensibiliser les producteurs que chaque dollar de frais directs qui est investi par vache, ben, il faut qu'il nous rapporte plus qu'un dollar. Si nous ne rapporte pas un dollar, on change 4,30 sous pour une pièce. Des fois, c'est 3,30 sous, c'est 4,30 sous pour 3,30 sous. Il faut vraiment que ce soit plus rentable là-dessus. Puis, si on connaît le coût de production, on va être capable de prendre les bonnes décisions. Puis ici, si on applique ça, ça va être la même chose aussi, mais on a encore beaucoup d'ouvrages. C'est intéressant ce qu'il disait. Il y avait des sessions de formation des départements d'extension, entre autres de Nebraska. C'est un calendrier de sessions de 8 jours de formation qu'ils faisaient par année pour des petits groupes d'une vingtaine de producteurs. Dans cette session-là, il y avait le matin qu'il y avait une partie théorique, l'après-midi une partie champ, puis qui touchait plein de choses, c'était un calendrier qui était prédéfini. Je pense que c'était peut-être une méthode de vulgarisation qui serait intéressante à implanter pour nous autres. La façon que ça fonctionnait dans ces choses-là, il parlait autant de coûts de production, de planification financière, de bien comprendre les chiffres de coûts de production, de sensibiliser les producteurs, c'est quoi exactement ça. La gestion des ressources des fermes et des fourrages, les méthodes de récolte, le coût de production dans notre fourrage, incluant les pâturages, l'alimentation des bovins, l'évaluation des tas de chair. Ce qu'ils font comme le matin, les tas de chair, ils expliquent théoriquement comment est-ce qu'on évalue ça, puis l'après-midi, ils allaient aux étables, dans le champ, peu importe, puis ils mesuraient les tas de chair. Ça, c'est une session de 8 jours qui fonctionne depuis un petit bout de temps. Puis les producteurs s'inscrivent là-dedans, puis ça dure pendant certaines périodes, mais c'est tous les mêmes producteurs qui sont là pendant les 8 jours. C'est une méthode que je trouve peut-être intéressante pour les petits groupes, nos réunions de cuisine, comme on appelle. Puis eux autres, ça semble bien aller, peut-être qu'on pourrait. Peut-être que c'est une bonne idée. Ça ici, c'en est une photo là, des Sand Hills. Bien, le Nebraska, c'est comme ça, il n'y a pas d'arbres. C'est des champs, puis des toitures partout, mais c'est des grandeurs c'est comme ça. Puis le Sand Hills, c'est des prairies que les producteurs n'ont pas le droit de labourer parce que c'est trop fragile. Il faut que ça en fourrage tout le temps. L'industrie bovine américaine, toute catégorie, de 2005 à 2010, le nombre de fermes a baissé de 5 %. Le veau d'embauche, le nombre de fermes, passé de 770 000, ça a baissé de 4 % de 2005 à 2010. Les vaches laitières, ça a baissé de 20 % de 78 000 à 62 000. Les fermes laitières, encore cette année, c'est plus l'actualité. La rentabilité était très, très difficile, les fermes laitières, c'est beaucoup plus difficile, ça a baissé encore plus cette année. Les packs d'engraissement, ça a baissé de 13 %. Puis le facteur qui est en croissance, c'est des packs de semi-finition. C'est des veaux de 500 à 850 livres. C'est ça qui se développe le plus aux États-Unis.
Puis, d'après les autres, c'est ça qui va développer encore plus parce que, à cause du prix du maïs, les semi-finis, on les finisse à base de fourrage. Puis, c'est ça qui va permettre à l'industrie de plus réussir. Pour le secteur veau d'embauche, parce que là-bas, en étant dans une zone de maïs, c'est sûr qu'il c'était payant l'année passée, puis les chiffres qui sortaient, l'argent il semblait sortir de l'eau. Puis autant que les machines agricoles, c'est l'enfer, c'est des. Je vais vous en montrer une photo après-midi, c'est des grosses machines, c'est des grosses fermes, c'est du maïs. Mais c'est à cause du maïs, c'est intéressant, tout le monde est rentable. Puis il disait que le secteur veau d'embauche, c'est un secteur qui est très intéressant. Il calculait même, il comparait la valeur de l'or versus la valeur des vaches. Le prix des valeurs des vaches qui a augmenté depuis 2-3 ans. Fait qu'il était parti sur une base très, très optimiste. Par contre, on a moins de vaches, les vaches en diminuant, on a une augmentation de besoin en viande. Fait que pour les 3 prochaines années, il y a beaucoup d'argent à faire dans l'industrie veau d'embauche. Bon, ils disent beaucoup, il faut s'entendre, tout est relatif, mais c'est plus intéressant que c'était. La valeur des vaches est à la hausse aussi. Ça, on l'a vu ici aussi. Et ça, cette photo-là, ben, vous montrer un petit peu que les réglementations, ils ne semblent pas tout à fait être les mêmes qu'ici. C'était un cheptel, puis il y a le boire dans l'eau, puis c'était. En tout cas, c'était le long chemin, là. Oui, il y a une clôture, là, c'est une traverse à gué, là, mais il y a la boîte directement dans l'eau. Ça, c'est le cheminement. Ils ne sont pas installés de même, mais c'est peut-être pas la même réglementation qu'ici qu'on a. Au niveau au sevrage, à cause du prix du maïs, parce que c'est toujours ça qui revenait, le prix du maïs qui est à la hausse, puis c'est plus vrai qu'on va voir le maïs à 100$ la tonne. Il faut trouver d'autres méthodes pour faire la finition efficacement. D'après les autres, c'est là qu'il y a du potentiel de développement à faire. Des opportunités pour faire sous certaines conditions. Mais il faut voir l'ensemble du système, c'est pas juste le veau d'embauche, semi-finition et bouvillon, il faut qu'on le voie ensemble en filière, pas en filière, en silo, il faut vraiment ensemble que ça puisse fonctionner. Il faut utiliser des ressources pâturage. Les semi-finitions, c'est la base de fourrage, il faut les emmener là, puis un peu de grain, mais pas beaucoup. Utiliser les ressources disponibles. Les résidus de champ de maïs, c'est une façon de faire la semi-finition. Ça, c'est quelque chose là-bas qu'ils utilisaient beaucoup. Les implants, les ionophores, les technologies, les utiliser aussi, parce que la même chose, les professeurs n'utilisent pas beaucoup ça, le paquet d'engraissement systématique. Les sous-produits, parce que là-bas, l'éthanol qui est très important, ben, le tiers d'éthanol, c'est la drèche qui sort. Ben, c'est utilisé pour la semi-finition aussi, qui est intéressant. Puis c'est un moyen d'approvisionnement régulier des parcs, parce que les parcs, il faut qu'ils produisent continuellement, qu'ils vendent continuellement. La semi-finition permet de faire ça. C'est drôle parce que je n'avais pas parlé avec Éric, mais le poids des vaches, en 2009, puis ça c'est le mythe, mais ça n'a pas donné échanger avec Éric là-dessus. J'ai trouvé ça intéressant, il a sorti en 2009 le poids des vaches, Hereford est arrivé à 1419 livres. Les Angus, 1410. C'est les mêmes données, c'est ça. Le Red Angus, 1409. Là, ce qui s'en vient de plus en plus intéressant, Cimental, 1404, le Guerrier, 1323, le Limousin, 1391, et le Chevrolet, 1371. Moi, en voyant ces chiffres-là, je dis, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Je ne sais pas. Mais comme je vous disais, tout est noir aux États-Unis. L'Angus, il a pris beaucoup d'emphase. Mais là, les poids des vaches, là, les Hereford et Angus sont plus grosses que Chevrolet en 2009. En tout cas, c'est les données qu'ils ont publiées avec lui. Là, ils disent automatiquement, on s'en va des vaches plus grosses. Bien, il faut que nos vaches soient plus efficaces. Encore là, ils parlent de technologie, c'est des implants à utiliser. Parce que le besoin annuel de fourrage, vous savez tout ça, mais en livres de matière sèche, une vache de 1200 en prend 9300 livres. Une vache de 1400, 14406. Bien, si la vache a produit un veau de 500 livres, ça prend 18,7 livres de foin par livre de veau vendu. Bien, ça produit un veau de 650 livres, c'est 14,4. Une vache de 1400 livres, ça en prend plus, mais si c'est juste un veau de 500 livres, ça va prendre 20 livres de foin par livre de produit. Puis si son veau est plus gros, ça en prend moins. Fait que dans le fond, ce qu'on veut comme message, les vaches en grossissant, ils mangent plus, mais il faut qu'on augmente la productivité aussi pour qu'on soit capable de rentabiliser. Parce que c'est pas vrai qu'on peut laisser des vaches pour ça
ou en sélectionnant juste l'indice gain, comme Éric disait, c'est peut-être pas dans la bonne voie qu'on devrait s'en aller pour le commercial. Eux autres, ils disaient, ben, on ne s'est pas parlé avec Éric, là, mais en tout cas, on n'est pas tout à fait mental. Depuis 20 ans, il dit 200 livres. Éric disait 30 ans, 300 livres. C'est un chiffre qu'on s'en va là-dedans. Ouais. Oh, c'est dur. Ouais, c'est ça. Ça donne. Les autres chiffres, tu 28,8. Et celle-là ici? 28,76. Non, mais c'est parce que c'est toute la même erreur, c'est qu'il y a quelque chose dans le Ça marche pas bien. Ça marche pas. Okay. Moi, je pense à la même erreur pour le foot des Chevaliers à tous les façons. Le facteur à Je ne sais pas comment est-ce que. Là, je l'ai pris comme le cash de tableau. Là, je ne peux pas. Non, mais ça ne fait pas un mot ça peut Ouais, là, c'est du point. Ça devrait être 0.9 beau sevré par là. Comment est-ce qu'on fait le calcul? Là? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est juste le poids qui est. Donc, les vaches plus grosses ont besoin de plus d'aliments. Là-dessus, on ne se chicanera pas là-dessus. Les vaches doivent se donner des veaux plus gros parce qu'ils mangent plus pour être de la même efficacité. Puis on doit améliorer la gestion pour augmenter la productivité. C'est autant la reproduction qu'on puisse être capable de répondre à ces besoins-là. Diminuer le poids des vaches, c'est pas si facile que ça. Juste le poids des vaches, parce qu'on posait la question tantôt. Parce qu'il y a une partie génétique, mais une partie aussi parce que les animaux sont mieux alimentés jeunes qui finissent à être plus gros, plus vieux. Là. Il n'y a pas juste facteur génétique. Non, c'est pas juste génétique, parce que 300 livres, là, la génétique, les chiffres, c'est à peu près 30 livres, ça disait tantôt de gain. Ben, c'est l'alimentation, puis on a fort du maïs, on en mange plus que déjà, puis fait que l'environnement sont plus gros. Mais la réalité, ils sont plus gros, par exemple. L'efficacité alimentaire, ça c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait un chercheur du Nebraska qui a lui les RFI de Result Feed Intake, comme Éric parlait tantôt. Lui, ils ont peur là-dessus. Ils ont dit, pour si on fait ça pour le bout d'embauche, on a un sérieux problème parce qu'on ne sait pas ce qu'on s'en va. Et ça va être là une discussion à avoir l'importance parce que ça semble être intéressant, mais on va peut-être, ça va être quoi l'impact sur si on sélectionne là-dessus, on ne sait pas ce qu'on s'en va avec les animaux. Peut-être que la fertilité va baisser, on ne sait pas du tout ce qu'on s'en va, puis on a vraiment peur. Est-ce que la fertilité et la reproduction va être affectée? Puis il dit aussi, dans le bout d'embauche, on aime ça avoir des vaches qui mangent durant l'été, qui engraissent durant l'été, puis qui maigrissent durant l'hiver, ça nous coûte moins cher. Mais une RFI, avec peut-être si on sélectionne juste l'efficacité alimentaire, qu'on n'aura plus ça. Fait que c'est des mises en garde qui est vraiment important. L'autre, il était comme. Ils mettaient le break là-dessus sur la RFI beaucoup à cause de l'impact qu'on va avoir à long terme sur nos troupeaux. Il ne faut pas non plus s'en aller sur une chire avec GrowSafe, puis qu'on va avoir un impact à l'automne qu'on va être finalisé. C'est une mise en garde qu'on fait, qui est super intéressante. Oui, c'est ça. C'est dans l'élevage rousse, parce que si on le fait sur les taureaux en station, peut-être ça va être intéressant en parquet d'engraissement pour les bouvillons, mais si nos vaches sont moins efficaces, peut-être qu'on va nuire aussi. C'est ça le questionnement. Ben là, j'avais fini, Gaëtan. Je vois qu'il commençait à s'énerver en arrière. Mais ça, c'est l'erreur. Mais c'est vraiment pas évident dans 20 minutes de résumer ce qu'on a fait dans 3 jours. Là, je suis en train de faire le rapport qu'on va distribuer sur Internet. Mais grosso modo, ce qu'il y avait là-bas au Nebraska, c'est que l'industrie était super positive, ça allait bien, puis on était dans l'argent était là, puis c'est juste pour vous ramener ça. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Guy. Dans ce cas-là, on a 2-3 minutes de lousse. Je vais demander à Éric. Il y avait 2-3 questions en attente. Donc, ceux qui avaient des questions pour Éric. Il y avait Bernard. C'était pas une question, c'est juste un commentaire pour tout le monde.
Antoine? Oui, quand Eric parlait de comparaison avec les APD et les GUS, c'est quoi la différence ou l'analogie qu'on peut faire avec les AVC? Dans le fond, les facteurs de correction, c'est juste utilisable dans le pourcent. Dans le fond, c'est des facteurs de comparaison pour ramener toutes les autres APD sur la base de GUS. Ça fait qu'il n'y a pas de PD dans le fond dans le commercial. Ça peut servir dans le fond aux États-Unis quand tu achètes des taureaux, surtout. Pour être capable de choisir une terrasse, de voir quelle race un peu qui a le meilleur potentiel de moyen parce que du là. Parce qu'une GUS à 10%, 10% meilleur de la race pour passer le là. C'est pas aussi facile c'est bien plus facile qu'un cimental à 10% meilleur de sa race. C'est un peu pour ramener ça. Jocelyn? Il faut vous présenter les vagues de vie. Ouais. Mais un message clair qu'on faut afficher aux vagues. Dans les vagues, c'est un message pour afficher les carcasses. Non, même à la fin, là, c'est un peu contradictoire. Il y a un gars de l'Église qui est venu parler. Lui, il disait qu'il avait mis parler des gros veaux. Dans le fond, les gros veaux étaient plus payants. Il faisait 50 pièces de plus sur les gros veaux par terre. Il y avait des données, là. Il y avait, je pense, 350 000 plusieurs années, 350 000 terres. Dans le fond, il disait qu'il avait travaillé avec des carcasses en haut de 850 000. Le groupe plus faible était 780, puis le plus haut c'était 850. Mais ça, je ne veux pas que le monde interprète mal le message. Dans le fond, il y a encore un marché pour les gros veaux. Mais c'est la façon de les produire. Mettons, ça dans le diapo, j'avais mis, tu peux produire un résultat à 6,5 de frame score en utilisant 2 parents à 6,5. Mais tu peux produire un 6,5 en utilisant une vache à 6 et un roi 7. En plus, dans le troupeau, dans moins logé. Mais en général, les parcs aux États-Unis, ils aiment travailler les gros veaux. De l'autre côté, on est pénalisé, on va des vaches dans le plus gros, pour le secteur bout d'en bas, on est moins efficace. Donc, peut-être demander, ça fait partie des petits vaches. C'est ça. Deux dernières, Michel et Christian. Ça, c'est on fait des analyses de normalement, c'est le raisonnement qu'on a fait de on travaille avec les gens à 120 pièces là-dedans, etc. Les données sont en train de changer pour 100 pièces là-dedans. Les gens ont tendance à dire les derniers livres de rien quand ils sont rendus à 12-13 de conversion alimentaire. Il y a juste 15% des fermes qui connaissent le sous-production. Ils veulent spécial. Ils veulent spécial. Mais sauf que s'ils vont se mettre à calculer, parce que le prix du maïs, même au Québec, les parcs d'engraissement, ils disent à 300 pièces la tonne, comment est-ce qu'on va faire ça? Il va y avoir des discussions qui vont se faire éventuellement, puis c'est plus à base de courage, c'est un ruminant, c'est ça qu'il faut, parce que déjà on parlait de sevrage hâtif, pourquoi mettre du maïs, sevrer les veaux à 60 jours, puis mettre du maïs, puis ça coûtait pas cher à 100 pièces la tonne. Mais là, c'est ça du passé, mais on rencontre tout ça. À base du courage, prendre les animaux peut-être jusqu'à 1000 livres, le moins cher possible, mais on s'entend pas bien. Là-dessus, Michel, je regardais les poids, les carcasses cette année aux États-Unis, il y a eu tendance à baisser justement parce qu'à un moment donné, là, ils regardent et ils sortent pour que, disons comme quoi qu'ils ne cherchent pas à avoir, on va voir sûrement moins de prime, parce que parce qu'ils regardent là, et ici qui est là-dessus. Donc, je suis sûr comme quoi que cette approche-là, à l'évolution rapide du prix, on va sûrement avoir un poids de carcasse qu'en 2012, là, Christian? Bon, ça va deux questions. La première question, c'est qu'en Europe, ils ont commencé à regarder aussi pour la sélection selon la courbe de croissance. Je ne sais pas si on en a parlé. En bas âge, une courbe rapide, je sais que ça se stabilise rapidement. Là, à ce moment-là, tu as des animaux plus petits, quand même adultes, mais il y a une courbe de croissance jeune. Ça, c'est un autre pour ça, je pourrais dire ça, j'en parle pas. L'autre, c'est fourrage versus les grains sur les pieds. Parce que d'autres, dans les régions comme nous autres, comme Bas-Saint-Laurent, au Québec aussi, c'est important, la capacité de manger et de gérer les fourrages. Par contre, il semble avoir, peut-être pas des contradictions, mais des dualités avec des grains. Il y a des réflexions là-dessus aussi. Ben, les chercheurs lui disaient qu'il faut aller pas vers un ou pas vers l'autre. Tu voyais ça maintenant au globalité de l'industrie. Ils disaient qu'il fallait essayer de sélectionner les taureaux qui étaient bons dans les deux, ou améliorateurs. C'est sûr qu'en gros, tu finis par le vendre ou pas. Mais c'est ça, pour la Vajou, il mettait mis en garde un peu, il disait, il y avait des questions sur l'aspect fertilité et longévité. Ça a un gros impact sur les ruptures de couple, la progression alimentaire pour ça. C'est un gros impact.
Puis on axe beaucoup sur les fourrages dans nos régions. Fait que là, on a arrivé ça, là, retour des questions. Mais il y a des races, il y a une mesure avec le Léocomingus, je pense qu'il est gros à mesurer pour sortir des APD. Mais c'est ça. Parce qu'il faut dire ça aussi, l'industrie américaine, surtout ce que j'ai dans le Nebraska, du maïs, les autres, fourrages du Bas-Saint-Laurent, ils sont pas là. Mais il faut faire attention quand on cherche des données américaines par rapport à ici, parce qu'il y a des nuances à faire. C'est pas si tard que ça. Donc, un peu, non, je ne pourrais plus si on veut là-dessus. Je suis coupable. J'ai été trop d'avance. J'ai utilisé ça hier soir. Fait que, on va les envoyer par courrier électronique. Non, mais on va les envoyer par courrier électronique. Il y a l'adresse de tout le monde. Donc, un peu ceux qui n'ont pas pris vos petits coupons, je vous invite.